Maintenant, je vous propose de fermer les yeux et de vous imaginer dans le bleu de la mer. Nous allons en Corse, nous allons dans les grandes profondeurs. Je vous présente Jean-Philippe Giordano, un homme exceptionnel, parce que pour 20 minutes de plongée, j'allais dire efficace, c'est-à-dire de travail au niveau de la cueillette, du ramassage du corail, il passe 2 à 4 heures de décompression. Bonjour à tous. Alors je suis un timide qui se soigne, un gros timide qui se soigne. Et on va essayer de parler à travers ce micro. On a un petit 12 minutes d'images et de texte. Ensuite, on a une ouverture à toutes les questions. On fait questions-réponses. Et on va passer nos 35 minutes environ ensemble. Donc je vous invite à réserver vos questions après le petit PowerPoint là. Et on va vous amener en Corse. On va vous montrer ce qu'est un métier assez particulier, pêcheur de corail, on appelle ça corailleur. Et c'est un métier que j'exerce depuis pas mal d'années. Et cette passion corail, on va essayer de vous la transmettre et surtout d'écouter vos réponses et toutes vos questions après. En l'occurrence, un grand merci à tous et c'est parti. Alors ma passion corail est directement héritée par la pêche au corail que j'exerce en Corse, est une pêche emblématique qui repose sur un savoir-faire ancestral. Pendant des siècles, la pêche se faisait à bord de chalutiers. Et de nos jours, la récolte se pratique exclusivement en scaphandre autonome. Ce sont des autorisations très particulières. Nous sommes 5 à avoir l'autorisation sur toute la Corse. Alors c'est une pêche particulièrement exigeante qui nécessite de descendre à 100 mètres de profondeur avec des courants réputés violents, en particulier dans les Bouches de Bonifacio. Mais c'est avant tout une pêche sélective que je réalise qui s'apparente à une cueillette permettant au corail de se régénérer, contrairement aux pêches aveugles effectuées jadis à bord de ces corallines que vous avez vues, armées de croix de Saint-André. Après 38 années de pêche au corail en grande profondeur, s'il y a une chose dont je suis certain, c'est que la nature a mis le corail rouge exactement là où il doit se trouver. Ce n'est pas un hasard ni une erreur, et c'est la raison pour laquelle le corailleur que je suis doit respecter les colonies en exerçant une pêche sélective, durable et éco-responsable. Cet héritage, je l'ai obtenu de mon père, qui était scaphandrier à Monaco, qui a trouvé la célèbre panthère de bronze que vous voyez à l'image. Et cette passion corail a commencé très jeune. Je passais mes saisons d'été dans un club de plongée pour apprendre les règles élémentaires sur la plongée et la sécurité hyperbare. Dès lors, le week-end, je partais dans le bleu en quête de belles branches de corail au large de Marseille, depuis la Corse, puis en Corse. Le corail fascine les hommes depuis la préhistoire. Les premières traces de son usage remontent au Paléolithique, 20 000 ans avant Jésus-Christ. Produit des dieux issus des profondeurs marines, une telle origine lui confère forcément des pouvoirs magiques. Représenté sur des peintures murales, sur des vases sous forme de bijoux et d'objets divers, il sera très présent chez les Égyptiens, les Grecs, les Romains, pour qu'il protège les récoltes, donne à la terre sa fertilité, défend les navires contre la foudre, éloigne la haine de la maison. Il concentre en lui toutes sortes de vertus qui lui sont attribuées. Son magnétisme et la fascination qui existe avec l'homme tiennent du mystère. Le corail rouge conjugue ainsi les forces bénéfiques des 3 règnes, minéral, végétal et animal. Ce qui a rendu d'un point de vue naturaliste difficile de déterminer le règne auquel il appartient. Comme beaucoup d'animaux marins, le corail rouge a d'abord été identifié comme un végétal. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, il est décrit comme une plante molle dans l'eau, dure dans l'air. Puis, on a été persuadé de sa nature minérale, avec ses rameaux qui se pétrifiaient au contact de l'air. Le corail devait être mis sous le genre des pierres et non sous celui des plantes. Minéral aussi, car c'est une pierre rouge dans laquelle on peut sculpter, contrairement aux coraux tropicaux. Ni végétal ni minéral, le corail ne révèle enfin sa nature animale qu'au XVIIIe siècle, grâce aux travaux d'un jeune médecin marseillais, Jean-André Peyssonnel, qui dit « Ce que l'on pense être la fleur de cette soi-disant plante n'est rien d'autre qu'un petit insecte ressemblant à une petite ortie ou un petit poulpe. Cet insecte se déplie dans l'eau
et se ferme dans l'air. J'ai eu le plaisir de voir les jambes ou pieds de cette ortie bouger. Mais, comme tout précurseur, ces découvertes ne furent reconnues par la communauté scientifique que des années plus tard. Le corail devient un animal avec son entrée officielle dans la nomenclature zoologique de Linné et sera baptisé définitivement Corallium rubrum par Jean-Baptiste de Lamarck dans son Histoire naturelle des animaux sans vertèbres. Le corail rouge est donc un animal dit colonial constitué de petits polypes blancs de quelques millimètres de haut, répartis autour d'un squelette calcaire rouge, seul vestige après la mort de la colonie. Quand la colonie est déployée, le pied de corail ressemble à un arbuste garni de fleurs blanches. Contrairement à ses cousins tropicaux, constructeurs de récifs qui ont besoin de lumière pour vivre et élaborer leur imposant squelette, le corail rouge se développe plutôt à l'ombre. En contrepartie, sa croissance est beaucoup plus lente, quelques millimètres par an par rapport à plusieurs centimètres pour les coraux tropicaux. Ainsi, une colonie de 20 à 30 cm peut donc être âgée de plus d'un siècle. Près de la surface, il vit dans des grottes ou des petites cavités et, plus en profondeur, il occupe des parois surplombantes ou verticales. Il peut même se trouver sur des roches profondes jusqu'à 250 mètres, peu inclinées quand les courants sont suffisamment forts. Le corail rouge est en effet dépendant des courants pour se nourrir. Il attend passivement que les petits animaux du plancton et les particules organiques viennent se coller aux petites tentacules des polypes armés de milliers de cellules pleines de venin paralysant. Les tentacules qui entourent la bouche y ramènent alors la nourriture. C'est ce qu'on appelle un filtreur passif. Les courants nourriciers et courants dominants sont ainsi à prendre en compte pour la recherche du corail rouge. Même lorsque l'on trouve une zone à corail, elle n'est pas forcément exploitable car nombre de parasites attaquent, abîment et détruisent le corail rouge en Méditerranée. Je connais des falaises entières où se trouvent fixées des colonies de taille respectable, mais qui sont colonisées par une éponge jaune. Appelée éponge perforante, elle recouvre le corail et dissout les branches calcaires grâce à une sécrétion d'acide très corrosive. On ne dira pas d'elle qu'elle est urticante, mais l'acide qu'elle sécrète provoque des brûlures. Elle est par ailleurs très collante et baveuse. Elle peut même pénétrer le substrat assez profondément, contribuant à l'érosion des récifs coralligènes. Le corail rouge récolté dans de telles zones ressemble à du bois qui serait resté au sol durant plusieurs années, vermoulu, pourri. Elle rend ainsi les colonies de corail inexploitables en bijouterie car leur squelette est plein de trous, lui donnant un aspect poreux. Inversement, les zones rocheuses entourées de sable blanc ou sable coquillage permettent au corail rouge de garder intact son squelette calcaire, même lorsque celui-ci est tombé et ensablé. Le minéral n'est pas altéré dans de telles zones. Il faut donc, avec une grande patience et une grande persévérance, découvrir du corail rouge. Et le corailleur que je suis se doit de garder secrètes les zones de prospection et les zones favorables à la reproduction d'un corail de qualité. De mémoire de plongeur, les zones dites à corail des années 40, 50, 60, qui ont tant donné durant des dizaines d'années, sont toujours des zones de reproduction. Et même si on cherche le corail dans certaines zones sans succès, on trouvera toujours une explication rationnelle dès lors que l'on découvre de nouvelles colonies. Courant changeant, présence d'eau douce, en profondeur, zone oubliée. Après des années d'observation sous-marine et en fin d'été, j'ai remarqué que des petites boules de polypes qui apparaissent sur l'extrémité des colonies sont en place. Quelques semaines plus tard, elles ne sont plus présentes. J'appelle ce phénomène la fragmentation. Je pense qu'il s'agit de la reproduction du corail par voie asexuée. C'est un phénomène qui est bien décrit et imagé dans les publications du professeur Denis Allemand. En fait, le corail rouge se sent bien dans ces zones-là, et ayant tous les éléments favorables à sa croissance, il décide de lâcher ces boules de polypes qui, comme les fruits d'un pommier, iront se fixer directement sur le substrat, favorisant ainsi l'extension des colonies. Le Corallium rubrum n'est pas en voie de disparition en Méditerranée et reste à l'heure actuelle la seule espèce de corail commercialisable. C'est donc ce squelette calcaire rouge qui a toujours attiré les convoitises et, il faut le dire aussi, les controverses et les paradoxes. J'ai toujours respecté ces colonies magnifiques que la mer peut m'offrir en sélectionnant les plus beaux pieds et surtout en laissant les branches les plus fines et les plus reproductives en place, sachant que la mer m'a toujours rendu avec intérêt ce que je lui préserve. Dès mes premières plongées, j'ai voulu faire de cette pêche sélective une pêche respectueuse et un art de vivre. J'ai fait de cette passion un défi aussi lorsqu'il a fallu combattre les croix de Saint-André. Voilà, de véritables bulldozers du fond des mers, détruisant tout sur leur passage.
Il s'agit d'une énorme barre de fer lestée de chaînes et de filets, remorquée par de gros chalutiers qui arrachent quelques kilos de corail à la mer au prix d'une destruction massive de l'écosystème sous-marin. L'intervention militaire à bord des chalutiers pirates a eu lieu au large de la Corse en 1992 et je rends toujours hommage à ce chic amiral Tripier, jadis préfet de la Méditerranée, qui m'a aidé dans ce combat que j'ai mené durant 10 ans. Une grande victoire pour moi-même et pour la préservation de la nature. Ces pêches aveugles hautement dévastatrices ont laissé derrière elles un univers lugubre, un paysage lunaire, entièrement recouvert de vases, empêchant toute fixation de vie, et la possibilité de photosynthèse sur ces roches envasées est totalement étouffée. Exactement comme le font les chalutages et les filets fantômes abandonnés. À ce titre, le plongeur corailleur averti se doit d'avoir un lestage lui permettant d'évoluer sans raguer sur le fond, sans déplacer de nuages de vase. C'est pour moi la base d'un équilibre qui permet juste de cueillir les colonies choisies sans rien abîmer alentour. J'ai par ailleurs découvert en 2 années de recherche avec mon ROV, l'équivalent d'un drone aérien, donc c'est sous-marin, pas moins de 7 croix de Saint-André, dont les plus grosses pesaient plus d'1 tonne. Ce ROV, qui est un robot muni d'une caméra et téléguidé depuis la surface, était une très bonne chose professionnellement pour la recherche du corail rouge, et il est regrettable que la Commission européenne, sur des pressions émanant du DRASM, ait interdit son usage, car c'est un outil exceptionnel à plus d'un titre. Pour les prospections, les observations, la mise en grande profondeur, la mise en valeur des colonies en grande profondeur, sans s'immerger, et permettant de limiter les risques. Voilà, ainsi, de ces plus belles colonies sélectionnées, je réalise avec mon sculpteur des créations destinées à ma bijouterie, des créations personnelles, mais aussi des pièces exceptionnelles, issues de la collaboration avec des joailliers qui s'expriment autour de mon corail, et des créateurs aussi pour des défilés haute couture. La valorisation du produit de la pêche est essentielle à mes yeux, et cette mise en valeur permet de perpétuer la trilogie pêche sélective, gestion des stocks sous-marins et magnificence du corail. Face à l'immensité sous-marine, le nombre d'observations et la sensibilité induite par ce métier me permettent de dire que la plongée profonde reste pour moi l'école de la modestie. Merci beaucoup. Oui, alors c'est de la pêche profonde parce qu'on trouve les plus belles colonies en grande profondeur. Je me suis battu 18 ans pour obtenir 0,50 mètres interdits aux corailleurs. Ça aussi, ça n'a pas été facile parce qu'il y avait des corailleurs un peu plus frileux qui disaient que j'étais un fou dangereux, que je faisais 2 plongées par jour à 100 mètres et que eux, ils trouvaient du très très beau corail dans 30 mètres d'eau dans le golfe d'Ajaccio, et c'est justement ce que je leur répondais, que ce corail-là n'était pas destiné à la pêche, mais à l'observation scientifique, au club de plongée, aux photographes sous-marins, tout ce qui pouvait créer du plaisir chez les gens pour découvrir une espèce animale assez méconnue. Donc 0,50 mètres interdit aux corailleurs, on va pêcher pour ma part à partir de 60 mètres jusqu'à 90 mètres à l'air, donc l'azote qui est contenu dans l'air étant très narcotique. On va faire une adjonction d'hélium quand on passe les 90 mètres de profondeur, et je vais faire de la plongée de 90 à 120 mètres avec des mélanges d'hélium, ce qui me permet de travailler dans de très bonnes conditions de sécurité. La plongée à l'air est moins contraignante parce que l'azote est un gaz qui se dissout très bien dans les tissus et qui va s'éliminer facilement, contrairement à l'azote qui est beaucoup plus léger et qui va être très long à éliminer. Pour donner un titre d'exemple, pour 30 minutes de travail en grande profondeur à l'air, c'est 2h30 de décompression. Et pour une plongée à 120 mètres à l'hélium, c'est 15 minutes de travail et c'est 4h30 de décompression. Donc c'est vraiment pas le même type de plongée. On est équipé de caissons de décompression à bord de nos bateaux pour la sécurité, de mélanges suroxygénés, d'oxygène, de nombre de choses qui favorisent le confort du plongeur, mais ça reste somme toute un métier à risque pour lequel il faut ouvrir vraiment le plus possible le département de sécurité pour travailler dans de bonnes conditions. Bonjour, je voulais savoir s'il y avait une spécificité en fait de couleur et de propriété pour le corail de Corse par rapport à d'autres types de coraux, par exemple en Italie ou ailleurs. Merci. Tout à fait. Alors il y a effectivement au niveau de la qualité et surtout de la couleur des zones qui sont plus réputées que d'autres. C'est la raison pour laquelle je me suis fixé à Bonifacio.
On a un corail vraiment rouge sang de bœuf, une colonie très belle de A à Z, c'est-à-dire qualité du corail. On va parler de cette couleur rouge sang de bœuf qui fait partie dans la gamme des choses rares, donc rares et chères, comme le peau d'ange, le corail le plus clair qu'on trouve sur l'océan, notamment en mer de Chine. Donc les deux extrêmes sont des produits rares et chers. Si on remonte un peu plus sur le nord de la Corse, on a un corail légèrement plus clair, 1 ou 2 nuances. Et si on va du côté de la Sardaigne, on a un corail encore plus clair. Et alors, si on descend sur Tunisie, Algérie, on a une couleur plutôt un peu paprika. Voilà. Donc, effectivement, les zones sont spécifiques. Chaque zone est spécifique en Méditerranée. Oui, bonjour. Est-ce que le corail noir fait partie de la même famille que le corail rouge, celui qu'on trouve en Non, Asie? c'est un vague cousin. Le corail noir, il a une structure genre l'ébène. Et on dit que c'est un corail boisé. En fait, vous avez la construction de ce type de coraux. Je parle du corail rouge et des autres espèces de coraux. Dont le corallium rubrum, c'est un squelette plein, comme une pierre dure, comme une turquoise. C'est ce qui fait sa valeur en bijouterie. Et le corail noir, par contre, il se construit comme une plante, c'est-à-dire c'est vraiment des sphères concentriques qui construisent la colonie. Alors la colonie animale, telle qu'on l'a vue, c'est assez chouette à observer. Selon les zones où on travaille, on a un corail en bouquet. Selon les zones où on travaille, on a un corail en éventail. Et tout ça, c'est simplement l'intelligence animale qui fait que cette colonie, si par exemple je suis devant une branche en fleurs, comme on dit, sachant que c'est un animal, on va toucher donc une extrémité et c'est toute la colonie qui se rétracte. Donc ces petits animaux qui sont merveilleux à observer vivent en symbiose par des micro-canaux, et quand on va enlever la peau du corail une peau infime sous laquelle vit la colonie animale, on va s'apercevoir que tous ces canaux sont reliés les uns par les autres, et il y a des petites loggias où l'essentiel, on va dire qu'il y a peut-être un animal dominant qui lui va sortir le premier, c'est l'éclaireur, et ensuite tous les autres vont s'épanouir. Et ça vit dans ces petites loggias, et quand on laisse notre corail sécher, on va dire 1 heure au soleil, on va dire que la colonie animale a complètement disparu, parce que ça doit être constitué à 95% d'eau. Et donc le corail noir se construit d'une manière un petit peu différente. Voilà. Mais c'est un cousin du corail rouge, effectivement. Bonjour. Bonjour. Oui, en fait, j'en ai 2. À quoi correspond exactement le squelette? Est-ce que ce sont des polypes qui sont morts, ou est-ce que c'est finalement un habitat qui est quitté et les polypes après s'en vont? Très bonne question. J'allais justement y venir. C'est en fait le dépôt de la colonie. Donc la colonie, telle que vous l'avez vu épanouie, c'est simplement un octopode avec un tube digestif, et le plancton qui est digéré devient cette structure carbone, devient le corail. Donc en fait, pourquoi ça se développe en colonie ramifiée ou en bouquet? Selon les courants, l'animal choisit son mode de développement qui va être le plus expansif possible pour capter un maximum de nourriture, donc de plancton. Depuis que vous pêchez, avez-vous constaté des évolutions justement sur les bancs de corail en Corse? Potentiellement l'acidification de la mer ou quelque chose comme ça? Tout à fait. Alors, j'ai ma responsable de boutique, puisque après la pêche du corail, je participe activement à la création de bijoux, et j'ai 2 bijouteries et 10 employés sur la haute ville de Bonifacio, rien sur la marine. Et nous sommes avec ma responsable qui a son club de plongée, qui est la seule instructeur biomarine de Corse, toujours en recherche et en échange. Donc, elle observe sur les zones que je lui donne, les têtes. Il m'arrive de décoller de 100 mètres de profondeur, de voir une belle tête. Alors je me dis, allez, ça va dans le sens de ma décompression, je vais aller voir cette tête à 40, 45 mètres. Et là, si je trouve du beau corail, je prends mon point GPS et je lui offre tout un ensemble de choses comme ça qui lui permet de me dire aujourd'hui que les zones entre 20 et 40 mètres, à cause des facteurs climatiques, sont largement impactées, et même le corail
le corail rouge, ainsi que les gorgones, qui sont elles aussi des cousines du corail, puisque ça fait partie de la famille des cnidaires. Ce sont une sorte de toile d'araignée ou de bave très urticante, parce que quand on plonge et qu'on touche cette bave, si on s'en met dans les zones où la peau est apparente, entre le masque et la cagoule du vêtement de plongée, mais on se brûle, ça fait un petit peu comme une méduse. Ça laisse pas autant de traces qu'une méduse, donc elle observe des toiles d'araignée sur des roches complètement recouverte à cause de la chaleur de cette bactérie qui se dépose, et malheureusement effectivement là aussi les colonies abandonnent la structure minérale. Et moi, par contre, à partir de 50 mètres, je rentre dans une thermocline qui est entre 12 et 14 degrés, 15 degrés, là, cet été, j'avais aux alentours de 15 degrés, mais les facteurs dominants sur le corail rouge en grande profondeur n'existent pas. Les facteurs de dévastation, je veux dire, tous les phénomènes qui peuvent créer une contrainte et de gros soucis pour le corail vont être les interventions humaines, c'est-à-dire des acides qu'on lâche dans des fleuves en Italie, en particulier, qui crée donc avec le courant Ligure un lessivage des zones profondes. J'ai vu des zones toutes blanches avec des structures minérales en place, encore exploitables. Et si je repasse 3 ans plus tard, ce corail sera complètement pourri, attaqué par des concrétions, des parasites. Et comme je disais dans la présentation, ça ressemblera à du bois qui est tombé par terre dans la forêt. Il sera attaqué par des vers et totalement inexploitable. Alors, ce qu'on a à faire aujourd'hui, ça a été dès ma première plongée, on va dire l'éthique de mon métier, c'est la pêche sélective. J'ai toujours voulu faire de l'excellence, que quand je vends un carton de corail, ou si je dois travailler mon corail, que ce soit toujours du beau corail. Jamais dire il n'y avait pas grand chose, alors j'en ai pêché du petit, ça paiera les frais et le gasoil. Non, absolument pas. Et je me bats contre nombre d'états d'esprit qui sont constitués de pêcheurs qui vont faire un petit peu d'oursin, un petit peu de corail, et qui vont dire le petit corail il est là, on le ramasse. Non, ça il faut vraiment que ça cesse, parce qu'on va passer pour des Mickey et c'est très mauvais pour l'image de la profession. Bonjour. J'avais une question. Oui. Au niveau de la collecte, oui. Quand vous collectez un squelette, est-ce que vous collectez un squelette, on va dire, indépendant ou toute une colonie? Et si c'est un morceau de la colonie, comment la colonie réagit en fait à la collecte de ce morceau? C'est-à-dire comment... Alors, je vais vous dire que comme je suis expert auprès de la Commission européenne, on construit nos textes ensemble. Alors, le chairman me disait, Monsieur Giordano, comment on peut appeler une branche de corail? Ça s'appelle une colonie. Un ensemble de branches de corail, ça s'appelle aussi une colonie. Donc, quand on fait une sélection, ça va être une colonie, une jolie branche, si vous préférez, avec un petit piolet, une martelette. C'est comme un piolet de géologue. On va vibrer la branche ou véritablement la sectionner à son pied. Et la colonie animale, elle se rétracte immédiatement. La moindre vibration, au moindre effet Venturi, elle va se rétracter. Et donc, c'est à moi de choisir les plus belles colonies. Alors, en tant qu'expert auprès de la Commission européenne, on a demandé un minimum de 7 mm au pied. 7 mm au pied, ce sont des branches qu'on fait plusieurs cycles de reproduction et qui, étant adultes, sont beaucoup plus flemmardes sur leur reproduction. Donc, ça favorise aussi la reproduction des naissins et des petites branches. L'observation que j'ai faite, qui n'appartient qu'à moi, sur la fragmentation, donc c'est-à-dire le corail qui va lâcher, comme je disais, les pommes du pommier, parce qu'il se sent bien. Et ça aussi, c'est une réaction animale normale. On se sent bien, donc on dit on va se développer à cet endroit. Eh bien aujourd'hui c'est en étude au musée de Monaco parce qu'il y a de vrais scientifiques du corail à Monaco avec qui je collabore depuis plus de 30 ans et je fais partie du comité de pilotage de la direction de Chanel qui leur a offert de merveilleux instruments ADN et autres. L'an dernier je leur offre toujours quelques échantillons et en rentrant sur ma présentation le 15 mai au Yacht Club de Monaco, on me disait ta branche a 32 ans. J'ai dit environ 30 ans plutôt. On me dit non, aujourd'hui nous savons par les techniques que cette branche est particulièrement précisément 32 ans. Voilà, si j'ai répondu à votre question. Merci à tous.